Où est donc passé le 6e rapport du GIEC? C'est la question titre d'une carte blanche parue dans La Libre la semaine dernière et signée par un peu plus de 300 personnes, m'a-t-on dit aujourd'hui, de simples citoyens, si je puis dire, pour la plupart, parmi lesquels des enseignants, des professeurs d'université, des éducateurs, docteurs, chercheurs, ingénieurs, interprètes, étudiants, retraités, des délégués syndicaux, j'en ai vu, quelques élus aussi, des membres d'associations, bref, un beau melting pot, comme on dit, d'acteurs de la société civile, et deux d'entre eux sont nos invités ce soir dans Déclic. Sébastien Herkens, vous êtes professeur d'économie, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Van Den Ede, vous êtes conseiller communal de la liste citoyenne à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints dans Déclic. Avant d'entamer les discussions, je vous propose d'écouter ensemble ces quelques extraits du journal télévisé d'aujourd'hui, 13h. Stop au gaspillage d'eau. À Tellin et Bertogne, ce sont désormais 15 communes wallonnes qui demandent aux habitants de limiter leur consommation. La sécheresse s'installe, elle a des conséquences aussi pour la navigation fluviale. On en parle d'ailleurs depuis l'année avec Maxime Dumoulin. Pas de gaspillage d'eau non plus sur la plage de Dunkerque, plus de douches pour les baigneurs. La France veille également sur ses réserves. L'Hexagone qui est confronté à de multiples incendies et un rien peut désormais les déclencher. Et dans les prairies, le vert tendre a laissé la place à une herbe jaunie et asséchée. De la sécheresse en Europe, mais des pluies torrentielles en Corée du Sud. Des trompes d'eau ont déferlé dans la capitale Séoul. 80 ans que les pluies n'avaient pas été aussi fortes. Il y a au moins 7 morts, plusieurs personnes sont encore... Voilà pour ces extraits, tous issus du même JT, donc je le reprécise, celui d'aujourd'hui 13h. On a parlé de sécheresse d'un côté, de feu de l'autre, de trombes d'eau en Corée, alors que chez nous et en France, on est plutôt en train de restreindre les consommations d'eau. Sébastien Herkens, votre réaction en rapport bien sûr avec la carte blanche que vous avez écrite, publiée, signée, c'est parce que vous êtes en colère face notamment à cette actualité que cette carte blanche est sortie? Alors, colère, surtout réaction et empathie. En fait, on a vu des profils très différents se rassembler autour de cette carte blanche. Et en fait, même nous, avec Samuel Melchior, qui a aussi écrit la carte à la base, on a des profils différents. Et on voit que c'est omniprésent, de plus en plus là. Et pourtant, ce rapport qui est sorti, et si on le lit, il est structuré. On voit que dans le rapport du GIEC, ils ont anticipé les remarques, les climato-sceptiques, etc. Ils mettent des niveaux de confiance à 99%, 95%, etc. pour justement anticiper tous ces éléments. Les éléments sont là. Ils nous disent il faut agir. Ce qu'on fait n'est pas suffisant. Il y a une information assez positive qui sort du rapport qui dit si on agit, il y a moyen de ralentir le processus ou de ne pas aller plus loin. Donc on est déjà dedans. On a déjà touché l'iceberg. C'était une discussion qu'on avait avec Stéphane aussi. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Le rapport est là, les données sont structurées, et nous, ce qu'on dénonce, qu'on ne fait rien, ou pas assez. qu'il y a une sorte de déni, où beaucoup de citoyens ont l'impression que c'est eux alors qui doivent faire, et sont perdus. Ça va dans tous les gestes du quotidien. Ensemble de voir si les gestes du quotidien sont vraiment utiles à cette action collective qu'on est nombreux et nombreuses à attendre. Stéphane Van Den Ede, je vais d'abord me tourner vers vous et vous poser cette même question. Votre réaction à ces différents extraits du JT, tous issus d'aujourd'hui, mais je ne serais pas étonnée que demain, on ait malheureusement le même genre de titre à nouveau à la une. Et puis aussi cette autre question, est-ce que ça sert à quelque chose, une carte blanche ? Alors d'abord la réaction, mais ces titres-là, ils s'accumulent, ils s'alignent depuis des semaines et des mois. Je veux dire qu'il n'y a plus maintenant un seul JT, plus un seul journal qui n'aborde pas d'une façon ou d'une autre un dérèglement climatique. Et pour rebondir sur l'image de Sébastien, voilà 20 ans, Nicolas Hulot nous disait nous sommes pris par le syndrome du Titanic, on voit l'iceberg arriver, on ne fait rien. 20 ans plus tard, ça y est, on l'a touché, on a le premier caisson qui se remplit et on nous dit par ce rapport du GIEC, voilà, il y a encore moyen de limiter les dégâts, il y a encore moyen que 3 caissons sur 5 ne soient pas remplis et nous précipitent dans la catastrophe totale. Il faut agir tout de suite et il faut agir de façon collective et là ce sont avant tout des politiques qui doivent mener le bain. Et alors pourquoi cette carte blanche ? J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas naïf ? Parce qu'on en voit aussi beaucoup des cartes blanches, on invite régulièrement leurs auteurs sur nos antennes parce qu'on trouve que c'est important de les répercuter. Pourquoi c'est cette voie qu'on choisit ? Parce que vous vous sentez peut-être
pas écouté, peut-être par les politiques. Vous dites on va écrire, passer par voie de presse pour se faire entendre. Nous avions envie de poser un moment, un geste fondateur par rapport à notre propre démarche, qui est celle de travailler justement sur la dénonciation de cette irresponsabilité politique d'une part, et sur le fait que il faut que très rapidement tous les niveaux de pouvoir en Belgique et en Europe se saisissent de ces questions-là, déclarent l'état d'urgence environnementale et se saisissent de ce rapport du GIEC qui est extrêmement complet, qui est un vrai prêt-à-porter par rapport à toutes les politiques à mener. Et voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut se dresser, c'est maintenant que les citoyens, au-delà des gestes qu'ils font déjà depuis plus de 30 ans, s'impliquent réellement dans la citoyenneté pour pousser les responsables à avancer plus vite. Notre société s'enfonce collectivement dans l'angle mort des conséquences de nos modes de vie, écrivez-vous. Pourtant, qui peut consciemment accepter l'insuffisance de l'action face au dérèglement climatique ? Pas vous, visiblement, Sébastien Herkens. Vous accusez donc nos responsables politiques de ne pas agir suffisamment. Est-ce qu'ils agissent quand même ? Donc c'est ça justement le problème, hein. C'est qu'il y a des actions qui sont posées, on a des gestes dans le quotidien, on recycle et autres. Il y a des petits éléments qui sont faits pour répondre à une attente, parce que l'attente, elle est omniprésente, on le dit, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est ce que dit clairement le GIEC. C'est greenwashing. Clairement, ça suffit pas, quoi. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut changer nos modes de vie. Et pour ça, je vois qu'il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de gens autour de moi, de tout horizon, qui sont prêts à faire des gestes, mais dans quelle direction ? Que faire en premier lieu ? Et effectivement, comme on disait, est-ce que ça a vraiment un impact ou pas ? Et quel est votre avis là-dessus, justement ? Les petits gestes du quotidien, est-ce qu'ils ont un impact sur le collectif ? Est-ce que le fait de, fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, d'utiliser davantage le vélo plutôt que la voiture, ou en tout cas le covoiturage si on n'a pas d'autre choix, est-ce que ça a un impact collectif ? Est-ce que les petites gouttes forment les grandes rivières, comme on dit ? Ou est-ce que dans le cas vraiment du défi climatique, on n'a pas besoin peut-être d'un vaste raz-de-marée collectif. Donc c'est ça que nous dit le rapport du GIEC, hein. Il ne faut pas cette étape suivante. Donc c'est clair que si on veut éviter que le caisson 3 se remplisse et que le bateau coule complètement, ça va peut-être se jouer, ça joue à chaque moment, en fait, chaque geste compte. Donc le rôle des citoyens, c'est pas pour dire que le citoyen n'a pas de responsabilité, au contraire, hein, donc on fait partie d'un système. Mais si maintenant il faut passer... d'ailleurs des citoyens qui signent votre carte blanche. Oui, et donc là il faut sortir de ce déni, il faut que les politiques maintenant prennent les choses en main. Parce que le message qu'on apporte aussi, et pas de nous, c'est d'échanges sur les réseaux sociaux ou autres, c'est qu'à une problématique collective, il faut une réponse collective. Qu'est-ce qui représente le collectif au niveau de nos États, nos sociétés ? C'est clairement les autorités, les politiques. Vous parlez du silence assourdissant, dites-vous, des partis lors de la publication notamment du 3e volet du rapport du GIEC. Ça, c'était en avril dernier. Ce volet, il s'intitulait « Atténuation des changements climatiques ». Pour vous, ce silence, il est dû à la décrédibilisation des idées et des personnes qui militent, je vous cite toujours, pour une accélération de la transition vers une société durable. Par qui, par quoi sont-ils et elles décrédibilisés, selon vous, Stéphane Van Den Heyde ? Tout d'abord, il faut bien noter le mot atténuation. Oui. C'est extrêmement grave, en fait, ce mot-là. Ça veut pas dire ça. Quand on était à Rio il y a 30 ans, on parlait encore d'inverser la tendance. On parlait encore de dire, OK, on peut encore renverser ce qui nous arrive. Ici, on ne peut plus qu'atténuer. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est dire comme le moment est grave. Maintenant, pourquoi ce silence assourdissant ? Mais parce qu'ils sont dans une double contrainte. Nous avons un gouvernement dans lequel nous avons des climato-réalistes, mais qui sont bridés par une coalition, et nous avons des climato-sceptiques qui sont plus ou moins à visage couvert et qui n'osent pas l'exprimer non plus, parce que nous sommes dans des cycles courts des élections, et donc à ce titre-là, il y a des gestes courageux à poser. Le problème, c'est notre modèle politique alors, le fait qu'on ait des coalitions au pouvoir ? Le problème, c'est que trop souvent, on met sur le même pied des arguments qui sont opposés, mais qui n'ont pas la même teneur. Ça, c'est vraiment le problème numéro 1. Et c'est un problème qu'on vit dans les médias, c'est un problème qu'on vit dans les parlements, c'est un problème qu'on vit dans les universités. Un peu trop rapidement, on considère qu'il y a débat quand il y a deux oppositions contradictoires, deux faits contradictoires. Or, en réalité, dans le cas du climat, on parle ici de 97% de degrés de certitude et de consensus scientifique, et de 3% de personnes qui continuent à freiner des cas de fer. On est donc dans un déni climatique, oui. À visée électoraliste ?
Non, c'est pas à visée électoraliste, c'est le fait qu'on est pris dans un système où les mandats sont extrêmement courts, et donc le temps de courage politique, on parle tout le temps de la minute de courage politique, mais malheureusement, ici, nous sommes déjà plus qu'à... Ce rapport sera en avril, et les élections ont lieu dans 2 ans. Et donc, 2024. 2024. Toutes les élections auront lieu en même temps, quasiment. Et donc, c'est maintenant qu'il faut poser les gestes de courage et de courage politique. Ce qu'il faut combattre, Stéphane, c'est la vision individualiste, les choix individuels. Stéphane, vous avez... Oui, Stéphane ou Sébastien, pardon, je regarde le mauvais, c'est des prénoms qui commencent par S. Oui, c'est là où je disais qu'on était plus dans l'empathie, l'aspect individuel, l'être humain, le fait de procrastiner, de reporter, de vouloir avoir son confort. On est en pleine période de vacances ici, c'est humain. Et donc je pense qu'il faut d'abord accepter cet élément-là. Et comme un peu les étudiants, parce que je suis professeur, j'ai tendance à observer ce genre de phénomène, on attend la dernière limite. Pour son confort individuel ou... Oui, mais je pense qu'en fait, au niveau des gens, quand on travaille ou les entreprises, si on va travailler sur des choses qui sont pas polluantes plutôt que sur des processus qui sont polluants, tout le monde est content, il n'y a personne qui va dire non à ça. Et concrètement dans sa vie de tous les jours, si on est là et qu'on veut aller à un endroit, qu'on veut faire du kayak et qu'il n'y a pas assez d'eau, là c'est très concret. L'impact économique aussi, il est très concret aussi. Si on va plus loin et qu'on veut faire de la plongée ou autre, et qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de coraux, il n'y a plus rien, c'est très concret pour les gens aussi. Si on a l'eau qui est trouble, qui est remplie de petits plastiques, etc., c'est concret. Et c'est très concret aussi au niveau économique pour les personnes qui font ces entreprises de plongée ou autre. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Pourquoi on n'agit pas davantage selon vous ? Parce qu'il y a peut-être toujours une autre actualité qui vient se mettre à l'avant-plan. Il y a eu la pandémie de Covid qui nous a effectivement fortement occupés, la guerre en Ukraine aussi. Par contre, si je reprends par exemple cet exemple de la pandémie, on a vu que face à une urgence, on était capable d'agir fort, d'agir vite et d'agir collectivement. Alors qu'est-ce qui se passe selon vous, Sébastien Herkens? Je trouve que quand on observe les réseaux sociaux, je dirais que la mobilisation, elle a même augmenté avec le Covid. Ça a donné des temps, ça a créé des interactions. Des gens qui n'ont pas toujours le temps de s'arrêter de se poser ont commencé à réfléchir à des questions qui étaient parfois plus existentielles, notamment avec les aspects de confinement et autres. Et donc, à ce niveau-là, l'interaction, elle a augmenté. Donc, je trouve qu'on est dans une bonne tendance à ce niveau-là. Donc, tous les éléments sont là. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure et c'est les politiques qui doivent passer cette vitesse supérieure. Une dynamique positive, Stéphane Van Den Eede, qui vous permet aujourd'hui de garder espoir. Comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme, pour avoir toujours envie de se mobiliser, de descendre dans les rues aux côtés des jeunes, d'écrire des cartes blanches ? Mais d'abord avoir des enfants et avoir envie de leur offrir un avenir, de leur laisser une terre viable et soutenable. Voilà, ça c'est ma motivation à moi et c'est la motivation de beaucoup de gens autour de moi, qu'ils soient parents ou grands-parents. Voilà, on voit se développer chez nos enfants une forme de colère par rapport à la société qu'on leur laisse et dont nous avons profité, dont nos parents à nous ont bien profité pendant ces 70 années un peu exceptionnelles. Maintenant, cette histoire, la question de la pandémie, la question de la guerre en Ukraine, je dirais pour moi, elle est très européocentrée dans la mesure où, je veux dire, avant la pandémie, il y avait des pandémies en Afrique extraordinaires. Il y a toujours eu la guerre partout. Et donc, nous, on ne peut pas se saisir de ces arguments pour arrêter d'agir pour le combat qui est vraiment le combat fondamental de notre terre, de notre civilisation. Et donc, alors c'est vrai qu'il faut à la fois soutenir les Ukrainiens et à la fois soutenir les personnes en souffrance, que ce soit avec la variole ou avec le Covid. Mais il y a aussi un énorme combat où on doit vraiment tous se mobiliser. Combat collectif. Exactement. Et votre appel est lancé et entendu. Merci beaucoup Sébastien Herkens et Stéphane Van Den Eede. Il est 18h34 dans Déclic. Dans un instant, on va poursuivre ce débat autour du climat en compagnie de l'économiste Bruno Coleman. Le temps de raccompagner nos 2 premiers invités, d'installer Bruno Coleman en studio. On va s'écouter Tu me plais de Juliette Armanet tout de suite sur la première.